Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Sciences, éthique et société. De l'Institut supérieur de philosophie de l'UC Louvain, dirigé par Alexandre Gay. Introduction, traité de l'objectivité en théoricien NES. Vincent Israël Jost, Université catholique de Louvain. 1. Une urgence pour les théoriciens NES? Quelle est l'urgence de traiter de l'objectivité aujourd'hui, en tant que théoricien NES? Il semblerait à première vue que ce terme d'urgence devrait être réservé au traitement de questions concrètes plutôt que conceptuelles. Les questions réellement pressantes dans notre société, et ayant trait à l'objectivité, pourraient être pêle-mêle les suivantes. L'ère de post-vérité, qui traduit le phénomène par lequel des états de choses avérés sont rapidement et facilement déformés puis propagés. Ou bien, on pourrait partir du constat selon lequel la pression augmente sur la société tout entière pour accorder une place plus juste aux femmes et aux minorités, démontrant un effort encore insuffisant à ce jour sur ces questions. On pourrait aussi discuter des scandales pharmaceutiques qui continuent de se succéder, et cela devrait conduire à un profond travail de régulation qui reste pourtant largement à faire dans ce domaine. Ou encore, on devrait s'inquiéter des projections climatiques qui sont alarmantes, ainsi que de l'influence des lobbies sur les politiques publiques, et s'interroger sur la prise en compte effective des preuves d'un dérèglement d'origine humaine, qui justifierait une rupture radicale avec nos habitudes de production, de consommation et de transport. Ces questions et quelques autres, philosophes, sociologues et autres acteurs des sciences humaines s'en sont emparés et effectuent aujourd'hui un travail considérable visant à en dégager les enjeux, les mécanismes et parfois à proposer des voies à suivre. Pourtant, s'il est entendu que ces questions concrètes appellent un réel effort non seulement de la part des acteurs concernés, les scientifiques du climat par exemple, qui cherchent à être entendus lorsqu'ils concluent à un dérèglement d'origine humaine, mais aussi de la part des analystes des sciences, qu'en est-il des questions conceptuelles? Peut-on aussi parler d'une urgence à traiter de l'objectivité en tant que terme à élaborer, à discuter, à remettre à jour? Un tel travail plus théorique et général doit-il être mené de manière pressante ou nous éloigne-t-il au contraire de préoccupations plus importantes en nous faisant adopter une position surplombante et peut-être déconnectée des questions vraiment cruciales? Ce volume, qui présente les résultats d'un colloque tenu à l'Université catholique de Louvain en juin 2018, a pour ambition première de démontrer qu'une séparation hiérarchisée entre questions concrètes et sociétales pressantes d'un côté et questions théoriques abstraites et peut-être dispensables de l'autre, n'a pas lieu d'être. Bien au contraire, il est apparu à chaque étape de la préparation de cet ouvrage que ces deux volets n'étaient tout simplement pas séparables. Le traitement des problèmes pratiques requiert un cadre auquel on puisse faire référence pour désigner les objectifs d'une recherche, évaluer la méthodologie mise en œuvre, juger de la scientificité de la démarche, apprécier la présence de biais, etc. D'un autre côté, ce cadre en question ne saurait lui-même être élaboré qu'en prise avec des questions et des pratiques concrètes, sans quoi il devient stérile et inutilisable en dehors des débats purement théoriques. Les analyses théoriques doivent être informées par les terrains et manières extrêmement diverses dont se jouent les questions concrètes d'objectivité. En somme se redessine sur ces questions une approche déjà bien établie en philosophie des sciences, et qui consiste à valoriser des analyses qui sont à la fois nourries et mises à l'épreuve par les pratiques et la connaissance détaillée de terrains divers. Ainsi, l'une des premières préoccupations lors de l'organisation de ce colloque aura été de mobiliser un certain nombre de chercheurs et chercheuses ayant des objets d'enquête précis et variés. On trouvera des travaux consacrés aux images scientifiques, à l'art, aux sciences du climat ou encore à l'histoire des religions. La variété de ces terrains n'empêche pas les auteurs de ces travaux d'affronter des problèmes parfois très semblables parmi lesquels la simple question « Comment se joue l'établissement d'une connaissance objective dans mon domaine ?» Outre la diversité des terrains d'étude des contributeurs de ce recueil, une autre préoccupation également importante pour la réussite de ce projet aura été de mobiliser des chercheurs et chercheuses ayant des approches et, disons-le sans détour, des sensibilités différentes. Puisque l'une des grandes leçons des travaux récents sur l'objectivité est que dans une recherche, les défauts d'objectivité découlent souvent des œillères que portent les acteurs, de leurs biais partagés,
de leur oubli qu'existe parfois une approche possiblement meilleure, plus complète que la leur ou en tout cas différente. Il nous aurait semblé prendre un bien mauvais départ si nous avions rejoué la carte de l'homogénéité des écoles, des approches, des positions et des disciplines. Organisé au sein d'un centre de philosophie des sciences, le CEFISES, dont l'essentiel des membres sont philosophes analytiques, il a d'emblée été clair qu'un colloque sur l'objectivité était tout d'abord l'événement idéal pour convoquer des philosophes de l'Institut supérieur de philosophie issus d'autres centres de recherche et ne s'inscrivant pas nécessairement dans la même tradition que la nôtre. Plusieurs subventions, du FNRS d'une part, du CEFISES et de l'École doctorale de philosophie à l'Université catholique de Louvain d'autre part, nous ont en outre permis de solliciter la présence de collègues d'autres universités francophones, philosophes et historiens. La possibilité d'engager une discussion au sein d'un groupe d'universitaires aux objets, approches et traditions diverses ne dépendait alors plus que d'une chose: que nous nous rendions intelligibles les uns aux autres. Les auteurs des chapitres de ce volume sont donc de celles et ceux, que l'on sait de plus en plus nombreux, qui savent s'adresser dans une langue non jargonnante à des auditeurs et des lecteurs qui ne sont pas forcément familiarisés avec leurs références. Mais revenons à la question de l'urgence qu'il y aurait à traiter de l'objectivité comme concept, car il demeure un point à éclaircir à ce sujet. En effet, en admettant la nécessité de recourir à un cadre théorique qui éclaire ce qu'est l'objectivité, et corrélativement d'autres notions épistémiques, pour traiter de problèmes sociétaux, il reste que ce travail d'élaboration théorique n'est peut-être plus à faire. De fait, l'objectivité a été au centre de plusieurs programmes de recherche remarquables au cours de ces 30 dernières années, et la question se pose tout simplement de savoir ce que ce projet-ci pourrait apporter d'éléments négligés ou carrément nouveaux qui feraient défaut au cadre déjà développé. À cela, deux réponses peuvent être apportées. La première est que les contributions marquantes sur l'objectivité ont précisément émergé dans des cadres relativement homogènes et bien identifiables jusqu'ici. Prenons l'exemple de l'épistémologie féministe qui, au travers des contributions de plusieurs auteurs majeurs tels que Sandra Harding, Hélène Longino, Donna Haraway ou Evelyn Fox Keller, a proposé depuis les années 1980 de construire une objectivité qui puisse faire place à des composantes situées, individuelles et non nécessairement partagées. En dépit de différences notables entre ces auteurs et quelques autres, leur association à un courant, une étiquette partagée, une sensibilité proche, a contribué à un relatif isolement de leurs travaux. Alors que la plupart des auteurs défendent une forme d'objectivité véritable, voire, pour reprendre le slogan de Harding, une objectivité plus forte que l'objectivité traditionnellement conçue, ce spectre de position a eu relativement peu d'influence en philosophie des sciences, discipline pourtant concernée au premier chef par leurs travaux. Ce n'est pas que leurs travaux soient inconnus, ni des philosophes des sciences, ni des philosophes plus généralistes, ni qu'ils ne soient pas respectés. Mais ils demeurent reçus comme l'expression de positions qui sont typiquement prises par les épistémologues féministes, et pas par les épistémologues en général. Ce n'est qu'en tant que positions féministes qu'elles sont considérées, comme une manière de penser qu'il faut adopter si et seulement si l'on a l'ambition d'être soi-même catalogué comme épistémologue féministe. Voici ce que disent les féministes sur la question. Pourrait être la phrase qui résume au mieux le discours qui accompagne l'exposé de ces théories. Il existe d'autres exemples qui témoignent de ce phénomène selon lequel les approches développées au sein d'une discipline infléchissent peu celles des autres disciplines sur les questions d'objectivité. Il en est ainsi des travaux historiques de Daston et Galison, auteurs du livre le plus remarqué de ces 20 dernières années sur l'objectivité. Ces travaux sont animés par une préoccupation majeure, celle de mettre au jour l'acception changeante, historiquement située, du terme objectivité. En cela, Daston et Galison entendent rompre avec la tradition philosophique selon laquelle l'objectivité serait un concept anhistorique, toujours lié à la neutralité, à l'universalité, à la formalisation, etc., et qui fournirait donc un idéal quasi constant aux scientifiques. La personnalité du ou de la scientifique qui vise l'objectivité a profondément changé au cours de 2 derniers siècles, comme nous le montrent Daston et Galison,
passant d'un régime de découverte des secrets de la nature par des êtres à l'intuition exceptionnelle, à celui d'individus dont la principale qualité est de s'assurer qu'ils n'en ont aucune qui les démarque des autres. Mais sans aller plus loin dans ces quelques lignes de présentation d'une œuvre par ailleurs largement connue et commentée, il faut remarquer qu'en dépit de l'influence réelle qu'a eue le livre Objectivité, connu bien au-delà des frontières disciplinaires de ses auteurs, il est difficile de trouver une trace d'inflexion des travaux philosophiques, qui continuent pour l'essentiel de tenter d'analyser le sens anhistorique qu'il faudrait donner à l'objectivité. Est-ce à dire que les philosophes des sciences seraient les principaux porteurs d'une incapacité à brasser les idées qui émergent ailleurs que chez eux ? Qu'ils seraient les plus susceptibles d'être limités par une approche toujours surplombante, universalisante, qui les empêcherait de prendre acte des conséquences de théories à tendance plus particulariste ? Qu'ils ne pourraient envisager ces théories qu'en tant que curiosité née au sein de disciplines qui les autorisent, mais qu'il s'agit de dépasser pour accéder à la véritable structure atemporelle et universelle des concepts épistémiques ? En l'occurrence, une simple observation suffit à marquer un véritable partage des responsabilités en matière de non-pénétration des idées entre disciplines ou approches différentes. Dans toute cette somme que constitue l'ouvrage Objectivité, le mot féministe ou féminisme n'apparaît qu'une seule fois et une seule référence, de Haraway, est citée dans une note de fin de chapitre. Devant ce constat, un premier objectif de cet ouvrage s'est imposé: faire véritablement dialoguer les approches, c'est-à-dire dépasser la simple érudition qui permet à chaque analyste des sciences de savoir ce qui a été dit par les féministes, les sociologues, les historiens et les philosophes sur l'objectivité. Il faut s'emparer de ces débats, faire se répondre des approches habituellement disjointes, avec pour ambition de faire émerger une conception beaucoup plus englobante de l'objectivité, sans caisson d'étanchéité disciplinaire. La diversité des auteurs de cet ouvrage, quant à leurs approches, objets et disciplines, vise à contrer ce déficit de dialogue. Et même si chaque chapitre n'aborde pas l'objectivité dans une approche véritablement interdisciplinaire, l'ouvrage dans son ensemble sert quant à lui cette ambition. La deuxième réponse visant à justifier l'existence et la forme de cet ouvrage est que les analyses sur l'objectivité, parce qu'elles sont en lien avec des questions concrètes, présentent un fort enjeu d'applicabilité. Les chercheurs et chercheuses qui font porter leur travail sur la notion d'objectivité espèrent que celui-ci aboutira à de meilleures pratiques, à des solutions à des problèmes existants, et pourquoi pas, à une société au fonctionnement mieux équilibré. Pourtant, le passage de la théorie à la pratique, ou du général au particulier, réclame une attention toute particulière. Car si nombre de théories émergent d'études de cas, formant une première articulation entre théorie et pratique, les prescriptions normatives vers lesquelles tend une théorie de l'objectivité ne sont pas pour autant limpides lorsque l'on s'intéresse à d'autres terrains, parfois très éloignés de ceux considérés au départ. C'est donc aussi en croisant autant que possible les expériences, les approches, les disciplines et les terrains d'enquête, que l'on peut espérer atteindre des résultats quant à l'applicabilité des théories. Dès lors, cet ouvrage propose bien plus qu'une synthèse des travaux déjà publiés sur la question. Il s'inscrit dans une actualité des questions d'objectivité pour proposer un dialogue interdisciplinaire qui puisse garantir une véritable prise en compte des avancées obtenues en histoire, sociologie, philosophie et approche féministe. En outre, il met en avant la préoccupation de proposer une pensée opérante de l'objectivité, dont puissent s'emparer les universitaires sur leur propre terrain. 2. L'objet dans la recherche. L'association quasi constante de l'objectivité à des concepts tels que ceux de neutralité, universalité, rigueur ou encore formalisation nous ferait presque oublier que le mot objectivité nous renvoie avant tout à la notion d'objet. En toute généralité, notre objet peut être une entité physique, une planète, un quark, un solide quelconque macroscopique, un processus, la multiplication de bactéries dans un environnement donné, la diffusion de croyances au sein d'un certain groupe social, un événement ponctuel, la rupture mécanique ayant mené à la catastrophe du pont de Gênes, l'assassinat de l'archiduc Ferdinand, etc. L'objectivité, dans cette perspective la plus littérale, pourrait alors être définie comme notre préoccupation d'accorder à l'objet étudié la place centrale, celle qui en favorise la connaissance la plus complète, la moins déformée ou biaisée. Comment faire pour favoriser cette connaissance de l'objet et éviter les biais ?
Selon une idée répandue, l'objectivité repose en premier lieu sur une mise en sourdine des croyances, désirs ou intérêts que nous pourrions entretenir concernant l'objet. Il s'agit de marquer une séparation cruciale entre l'objet, auquel nous nous ouvrons pleinement, et nos affects relatifs à l'objet qui ne doivent plus influer sur la démarche d'investigation. C'est ainsi que l'on en arrive à un spectre de conception philosophique de l'objectivité, que l'on qualifiera de traditionnel, et qui repose sur un détachement objectivant, c'est-à-dire sur l'idée selon laquelle la neutralité, le rapport des passionnés à l'objet, sont la clé de l'objectivité. C'est le détachement vis-à-vis de l'objet qui permet l'ouverture pleine et entière de l'esprit à cet objet. La réduction de l'objectivité à une posture de neutralité est une position qui a fait l'objet de critiques dont certaines seront reprises en cours de volume. Plusieurs problèmes peuvent être pointés, car s'il est entendu qu'une attention toute particulière est exigée de la part de l'investigateur pour ne faire place qu'à l'objet, en se concentrant sur la réception des phénomènes qui lui sont liés et en ne mobilisant que les théories les mieux confirmées qui le régissent, d'autres éléments influent nécessairement aussi sur la recherche. Il y a le langage tout d'abord, les mots que l'on utilise pour exprimer le contenu de la recherche, qui renvoie à un réseau de signification qui dépasse toujours ce contenu. C'est un point soulevé depuis longtemps par les critiques d'un empirisme trop strict, notamment Duhem et Kuhn, ainsi que les auteurs post-positivistes Hanson, Kuhn, Feyerabend, Toulmin, selon lesquels l'observation d'un phénomène n'est jamais circonscrite au seul phénomène observé sur lequel pèse toujours une charge théorique. Il y a ensuite les circonstances dans lesquelles une recherche a lieu, qui donnent du sens à la démarche même d'enquêter sur un certain objet. Puisque tout objet pourrait donner lieu à une enquête, y compris les plus farfelus, le nombre moyen de cheveux tombant par heure sur le sol des bureaux de tabac, etc. Ce qui rend un objet pertinent pour une enquête se trouve ailleurs que dans l'objet. Prétendre ne s'intéresser qu'à l'objet seul, à l'exclusion de tout autre élément, n'est pas seulement impossible, c'est indésirable puisque cela aboutit à une perte complète du sens de la recherche. C'est le contexte, l'inscription d'une recherche dans une époque qui a ses propres besoins, qui pose aussi ses propres limites, éthiques et économiques par exemple, qui dispose d'une certaine technologie. C'est tout cela qui rend une recherche pertinente, faisable ou importante par rapport à certains buts. C'est aussi le contexte qui empêche cette recherche, ne la soutient pas ou la proscrit. En parallèle à la question de la valeur que peut revêtir une investigation scientifique dans un contexte sociétal, une autre question s'est imposée durant les journées de colloque, qui est celle beaucoup plus personnelle de ce qui motive les scientifiques. Car si l'on convoque les notions de neutralité, de détachement, et si l'on parle de dépassionner les débats pour atteindre l'objectivité, elle-même principale garante de la scientificité de l'enquête, quelle image cela donne-t-il de la recherche scientifique ? Si au cœur même de l'activité scientifique figure une injonction à la retenue extrême, que devient le moteur de cette activité ? Cela ne peut pas être l'intérêt individuel pour un objet précis, comme dans la phrase « Je m'intéresse au problème de la fonte des glaciers », puisque cette formulation flirte déjà avec l'affect. Elle traduit le fait que l'activité d'une personne est déjà régie par un intérêt propre, qui pourrait nuire à la neutralité de la recherche en suggérant par exemple une légère tendance écologiste. Les acteurs de la science seraient alors écartelés entre l'exigence scientifique de la distanciation des passionnés et la raison pour laquelle ils entreprennent une carrière en sciences qui, on peut l'espérer, est liée à un désir. Rapidement, il est donc apparu que l'un des problèmes majeurs que nous allions avoir à affronter était celui d'autoriser et même de promouvoir une forme d'incarnation, de désir, de passion qui soit compatible avec les restrictions propres au registre de l'objectivité. Comment veiller malgré tout à exercer un contrôle sur ses affects et sur la manière d'appréhender notre objet ? Comment concilier engagement et neutralité vis-à-vis de l'objet, sans négliger ni l'un ni l'autre ? Ces questions ont été particulièrement saillantes durant le colloque, et font donc partie des lignes qui ont été abordées dans la perspective d'une réflexion renouvelée de l'objectivité. Ces lignes sont maintenant abordées lors d'une brève présentation des chapitres qui composent ce volume. 3. Objectivité S. Cet ouvrage ne prétend évidemment parcourir ni l'ensemble des problématiques liées aux questions d'objectivité, ni la diversité des terrains sur lesquels elles se jouent, ni enfin la variété des réponses qui peuvent y être apportées.
Nul doute que la confrontation à d'autres domaines d'enquête, d'autres approches, la sociologie par exemple n'est que peu représentée dans ce volume, serait bénéfique pour dégager une image plus complète de l'objectivité telle qu'elle se conçoit et telle qu'elle se joue en pratique. La fécondité que nous espérons se joue donc ailleurs que dans la complétude de l'ouvrage. Il s'agit essentiellement de mettre en résonance les chapitres entre eux, de voir comment ils se répondent et de comprendre l'intérêt d'aller chercher toujours plus loin le rapport adéquat à l'objet sur lequel porte l'enquête. Dans la première partie de cet ouvrage, à caractère plus général et théorique, le chapitre de Catherine Alamel-Raffin propose une analyse de l'objectivité à visée générale. Il rappelle combien le concept d'objectivité demeure attaché à un certain nombre de modalités, formalisation, mécanisation, manipulabilité, etc., censées garantir un détachement indispensable à l'établissement de l'objectivité. Le chapitre de Vincent Israël Jost revient sur cette idée en démontrant cependant que, parfois, le respect de l'une de ces modalités va à l'encontre des autres et que le concept d'objectivité n'est pas cohésif. Il est saisi de tiraillements qu'il reste à la charge des investigateurs de résoudre. Nathalie Grandjean prend la suite en présentant les conceptions féministes de l'objectivité et les manières dont se sont construites, depuis le début des années 1980, des conceptions de l'objectivité qui détonnent par rapport aux conceptions qui prônent une forme de désincarnation du sujet. Enfin, Valérie Aucouturier conclut la première partie de l'ouvrage en abordant le problème de l'objectivité dans le cas de la connaissance de soi. La seconde partie de l'ouvrage met l'accent sur des terrains spécifiques. La contribution de Julie Jebel porte sur la constitution de résultats pouvant être présentés comme objectifs par le GIEC en matière de climat, dans un contexte aux enjeux politico-économiques extrêmement forts. Karl Havelange propose ensuite de retracer la constitution du problème de l'objectivité en histoire, montrant au passage que le document auquel fait face l'historien n'est pas si éloigné des données que l'on collecte en sciences de la nature, au sujet desquelles on a déjà rappelé combien pèse sur elle une charge théorique. Cécile Angelini prend pour objet d'enquête l'art à l'époque de sa dématérialisation, à partir des années 1960 à 1970. Elle démontre que le document relatif à l'œuvre devient fondamental pour en témoigner, et pose la question du statut de ces documents. Enfin, Sylvain Camilleri, dont le chapitre porte sur l'histoire des religions, pose le problème de l'objectivité dans l'analyse d'une œuvre qui échappe elle-même à l'objectivité, démontrant quant à lui que le domaine d'application du concept va bien au-delà de la connaissance des objets traditionnellement éprouvés comme étant scientifiques. Si l'objectivité est complexe, disparate, parfois même d'apparence contradictoire, c'est pensons-nous parce qu'elle est liée de manière intime à une forme de dialectique. Il s'agit d'être ouvert et attentif à la fois au monde, aux conceptions qu'en ont les autres, et aux conceptions que j'en ai moi-même, avec le souci d'articuler tout cela de manière équilibrée. Les contributeurs et contributrices à cet ouvrage espèrent que l'ensemble reflètera ce souci et permettra de dégager, à partir de la confrontation des différents chapitres, une image renouvelée de l'objectivité. Première partie. Objectivité et théorie. Et à partir de quelle modalité constituons-nous l'objectivité scientifique ? Catherine Alamel-Raffin, AHPPRESTUMR 7117, Université de Strasbourg, Université de Lorraine CNRS. 1.1. Introduction. Peut-on élaborer une définition du concept d'objectivité ? Dans un premier temps, nous allons circonscrire le champ de notre réflexion en limitant celle-ci à l'objectivité méthodologique, celle qui prévaut en particulier dans la recherche scientifique et qui ne présuppose pas d'engagement ontologique déterminé. Dans un deuxième temps, nous préciserons un des traits essentiels de cette objectivité méthodologique, sa nature graduelle, le fait qu'elle doit être pensée en termes de plus ou de moins. Nous procéderons sur ce point en abordant brièvement la question du rapport entre objectivité et subjectivité. Dans un troisième et dernier temps, nous répertorierons successivement 6 modalités objectivantes, qui nous paraissent constituer les éléments clés d'une définition du concept d'objectivité méthodologique. Par modalité objectivante, nous entendons des types de procédures dont on peut identifier la présence dans les pratiques scientifiques effectives.
Ces types de procédures sont les éléments constitutifs de la démarche d'objectivation. L'idée sous-jacente, que nous reprendrons brièvement dans la conclusion, est que ces procédures ne sont pas toutes simultanément présentes dans les processus et les résultats auxquels on applique le qualificatif objectif. Mais il en faut toujours au moins une, les combinaisons les plus variées de modalités objectivantes pouvant être relevées lorsqu'on observe un grand nombre de pratiques scientifiques en adoptant un point de vue synoptique. I2. Une brève détermination de ce qu'il faut entendre par objectivité méthodologique. Pour délimiter le champ de notre investigation, nous allons partir d'une première distinction fondamentale qui a été présentée de multiples façons par les philosophes. Nous la caractériserons de manière très générale en distinguant dans un premier temps l'objectivité ontologique de l'objectivité épistémique. Pour mener à bien ce travail d'analyse conceptuelle, nous partirons des catégories forgées par John R. Searle dans la construction de la réalité sociale, Searle 1998/21-22. Entendus en un sens ontologique, objectif et subjectif, sont des prédicats d'entité et de type d'entité et ils permettent d'attribuer des modes d'existence. Une douleur est une entité ontologiquement subjective, parce que son mode d'existence dépend de ce qu'elle soit éprouvée ou non par un sujet. Une montagne est une entité ontologiquement objective, parce que son mode d'existence est indépendant de tout sujet percevant. Sur le plan épistémique, objectif et subjectif sont surtout des prédicats de jugement. 1. Rembrandt est un meilleur peintre que Rubens. 2. Rembrandt a vécu à Amsterdam durant l'année 1632. Nous parlons de jugements tels que 1. Comme étant subjectifs, parce que leur vérité ou leur fausseté ne peut être établie objectivement. Il ne s'agit pas avec 1. D'une question de fait, mais d'un jugement qui dépend de certaines attitudes, sentiments et points de vue de leur auteur. En revanche, 2. Est épistémiquement objectif, car le fait qui rend ce jugement vrai est indépendant de toute attitude, sentiment ou point de vue. Ces distinctions proposées par Searle ne vont pas de soi, et la pertinence même de certains de leurs termes a de tout temps été vivement contestée. Ainsi, ce qu'il désigne au moyen de l'expression objectivité ontologique. Celle-ci ne concerne évidemment pas seulement les montagnes, selon Searle, mais bien plutôt l'ensemble des entités existant dans le monde, dont on affirme qu'elles existent indépendamment de tout sujet percevant. On parle dans ce cas, du monde tel qu'il existe indépendamment de nous, ce qui s'apparente à l'affirmation d'une objectivité externe, Anna 2003, 343, et suppose un engagement ontologique auquel refusent de souscrire bon nombre d'auteurs. On peut aller encore plus loin et reconnaître une pertinence à des formules telles que le réellement réel, ce que les choses sont réellement en elles-mêmes. Quel que soit le degré d'engagement que l'on choisira de retenir en définitive, les définitions d'une objectivité ontologique ont suscité et suscitent encore les polémiques les plus vives. Au sein de la philosophie, de l'histoire et de la sociologie des sciences, elles constituent une pomme de discorde entre tenants du réalisme et tenants de l'antiréalisme à propos des inobservables, d'une part, et entre tous ces derniers et les auteurs qui affichent des positions sceptiques ou constructivistes d'autre part. Ce débat a, comme on le sait, donné lieu à des échanges d'arguments multiples, qui ne constituent pas l'horizon de mon propos dans ce chapitre. C'est pourquoi nous allons limiter notre investigation à ce que Joseph F. Hanna, par contraste avec l'objectivité externe, a choisi d'appeler l'objectivité interne ou méthodologique, celle qui se rapporte aux procédures et aux méthodes au moyen desquelles, dans la vie quotidienne et dans les sciences, nous nous livrons à nos investigations sur le monde, Hanna 2003, 343. On pourrait la qualifier également au moyen de l'expression « objectivité procédurale ». L'application de procédures et de méthodes conçues comme objectives en ce sens permet d'aboutir à des résultats dont certains au moins se présentent sous la forme de jugements de connaissance, eux-mêmes considérés comme objectifs au sens de l'objectivité épistémique de Searle. Ces jugements de connaissance s'intègrent dans les corps de savoir développés au sein des différentes sciences. Pour résumer, notre propos portera dans la suite de ce chapitre sur l'objectivité scientifique, circonscrite à sa dimension d'objectivité méthodologique, observable dans les pratiques effectives des chercheurs, et ne supposant pas d'engagement ontologique déterminé a priori. I3. La polarité objectivité-subjectivité.
Avant d'entrer dans le cœur de mon analyse du concept d'objectivité méthodologique, il nous faut encore au préalable préciser ce qu'il en est de la relation entre objectivité et subjectivité. Comme le signale à juste titre Stephen Chapin, 2011, celui qui se livre à un examen rapide des encyclopédies philosophiques récentes constate que l'item subjectivité est le plus souvent raccordé à l'item objectivité, et n'a pas droit à une entrée spécifique où ses déterminations propres seraient étudiées pour elles-mêmes. La conclusion que l'on peut en tirer est que le concept de subjectivité est abordé essentiellement comme une source de troubles philosophiques. Il est ce qui vient polluer la connaissance objective, Ibidem 171. Il fonctionne donc davantage comme un repoussoir, insuffisamment interrogé pour lui-même et s'apparente du même coup à un point aveugle. À ce titre, il vient hanter comme un doppelganger, un jumeau diabolique la plupart des considérations philosophiques sur la production de connaissances scientifiques. À la décharge de l'ensemble des auteurs accusés de se rendre ainsi coupables de négligence à l'égard du concept de subjectivité, il faut bien reconnaître l'extrême variété des éléments qui constituent son champ d'extension. Chapin le reconnaît lui-même, s'il est bien un doppelganger du concept d'objectivité, le concept de subjectivité a également eu une riche vie propre au cours de l'histoire. Cette vie, pour aller très vite, n'a même pas d'origine discernable, du moins qui ne serait soumise à aucune contestation. De surcroît, celle ou celui qui souhaite saisir ces traits définitoires au travers des emplois qui en sont faits est contraint d'emprunter des voies qui tendent très largement à s'éloigner les unes des autres, et au sein desquelles ont été élaborées des problématiques propres et développés des concepts permettant de traiter ces dernières. Dans le cadre de la philosophie anglophone, tel est par exemple le cas de la philosophie de l'esprit. Dans celui de la philosophie continentale, c'est de Descartes jusqu'aux exégètes de L', œuvre de Michel Foucault qu'on a tenté de prendre en charge la question de la définition de la subjectivité. Ne s'expose-t-on pas dès lors à un risque de dispersion totale, en cherchant à rendre compte des emplois du concept ? Dans le cadre du présent chapitre, il ne saurait être question de nous livrer à une réflexion sur ce point en vue d'apporter une réponse positive ou négative. En particulier, nous ne constituerons pas de liste de détermination subjective. Nous nous limiterons à souligner une caractéristique essentielle à la fois des concepts de subjectivité et d'objectivité épistémique. Leur dépendance réciproque dès lors qu'on vise à les définir. Plusieurs philosophes ont fourni des formulations simples de cette dépendance réciproque, en termes de continuum. Ainsi, Hilary Putnam. Considérons nos énoncés comme reposant sur un continuum, de manière à ce qu'il n'y ait aucun point où commence l'objectivité, et disons que les énoncés qui dépendent éminemment de nos intérêts et de nos points de vue, et tout particulièrement ceux qui procèdent d'un point de vue idiosyncrasique, ou qui sont émis par des personnes indifférentes aux intérêts des autres ou à d'autres points de vue appropriés, se situent à l'extrémité subjective du continuum, tandis que les énoncés deviennent plus objectifs, au fur et à mesure que leur prétention à la vérité dépend moins de ces points de vue idiosyncrasiques, et de l'indifférence à l'égard des points de vue et des intérêts des autres. Putnam 2003, 141. Putnam souscrit à une conception gradualiste de l'objectivité. Celle-ci est une affaire de degrés. Ce point de vue est aujourd'hui couramment admis, et formulé en ces termes, en particulier au sein de la philosophie des sciences. Dès lors que l'on reconnaît la pertinence de cette conception gradualiste de l'objectivité, et donc de la subjectivité, cette dernière peut être comprise comme incluant dans son champ d'extension tout ce qui est situé et référable à un sujet connaissant X donné. I4. Les modalités de l'objectivité méthodologique dans les sciences de la nature. Nous affirmerons comme un postulat de départ que là où l'objectivité méthodologique est supposée s'appliquer, on doit impérativement disposer des éléments suivants. Un sujet connaissant X, une représentation R, un objet Y, des finalités ou des usages déterminés de la représentation de Y dans un contexte épistémique donné. C'est sur la base d'une prise en compte de ces éléments et de l'analyse des relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres, que l'on peut constituer une liste finie de modalités objectivantes, celles-ci étant plus ou moins présentes, selon les types d'activités, dans le travail des scientifiques soumis à une exigence d'objectivité méthodologique. Les modalités qui rendent possible l'objectivation dans les sciences de la nature
doivent satisfaire un certain nombre de réquisites. Nous ne pouvons fournir, en raison de l'espace qui nous est imparti ici, de justification de leur pertinence, mais ils devraient paraître pour la plupart intuitivement acceptables pour le lecteur, au regard de l'acception courante de ce que nous entendons par objectivité. La possibilité d'introduire une distance entre le sujet connaissant X et l'objet à connaître Y, la communicabilité qui présuppose une accessibilité universelle à l'objet I, l'existence des apostrophes, une représentation R transmissible en droit à tout individu qui souhaite en prendre connaissance, l'idée d'interconnexion associée à celle de l'invariance de l'objet Y. En tenant compte de ces exigences, nous distinguerons dans la suite de cette section de chapitre 6 modalités. Nous les avons dénommées la formalisation, la mécanisation, l'indiciarité, la manipulabilité, l'interconnexion, l'auto-objectivation du sujet connaissant. I4.1. La formalisation. L'entreprise scientifique moderne a radicalisé un trait apparu dès l'Antiquité dans la quête de savoir. Il s'agit de ce que nous appellerons ici la formalisation. En quoi consiste précisément ce trait ? Il renvoie à un ensemble d'opérations cognitives. Celles qui consistent dans les sciences de la nature plus qu'ailleurs, à ne retenir que certains aspects fixés au moins provisoirement des objets du domaine, en faisant abstraction de leur identité, de leur essence ou plus simplement de leurs autres propriétés éventuelles. Andler 2002-1106. Si la formalisation est bien repérable dans l'ensemble des activités humaines, le degré de formalisation y est pour l'essentiel peu poussé, à la différence de ce qui se passe dans les sciences en général et dans les sciences de la nature en particulier. La formalisation va de pair avec plusieurs options délibérément retenues par ces dernières. Chaque science délimite un domaine d'objet qui lui est propre. Elle détermine pour ce faire un référentiel de description de l'objet, Granger 1999-21, qui n'est pas la chose que nous rencontrons dans la vie quotidienne. En d'autres termes, chaque science particulière impose un ensemble de normes qui ont un effet d'exclusion par rapport à d'autres modes d'appréhension possibles de la même chose, y compris ceux des autres sciences. Si on parcourt l'histoire de ces derniers siècles, c'est la normalisation galiléo-newtonienne qui exemplifie le mieux cette démarche. La nouvelle mécanique prend pour objet le mouvement, notion abstraite définie par des relations spatio-temporelles en s'opposant à la physique d'Aristote. Une telle démarche suppose le recours à un langage. Il peut s'agir du langage ordinaire, d'un langage spécialisé quelconque, de règles de transformation visuelle ou comme dans le cas de la physique galiléo-newtonienne, du langage des mathématiques. Comme on l'a vu dans la définition proposée par Daniel Andler, une opération joue un rôle essentiel dans ce que nous appelons ici au sens large la formalisation. La sélection parmi les propriétés des objets, de celles qui sont pertinentes pour les relations que chaque objet entretient avec les autres. Andler 2002-1107. De ce fait, l'objet I, en l'occurrence l'objet scientifique, est susceptible de se résoudre dans un simple réseau de relations formelles et de règles de combinaison. Un corollaire du point qui précède est relatif à l'utilité pratique de l'activité de formalisation. Une fois formalisée, une opération, un processus, une représentation sont transportables ou transposables, on peut s'en resservir dans une foule d'occasions. Andler 2002-1098. Si nous avons classé la formalisation parmi les modalités du détachement objectivant, c'est parce que ce qui est en jeu à travers elle, c'est le fait de dégager des invariants, qui par le biais de la communication linguistique ou visuelle, se conforment aux réquisites d'une accessibilité universelle. La visée poursuivie, en l'occurrence, est bien par ailleurs, le développement d'une connaissance détachée des individus et de leur intériorité. Ce dernier point est manifeste dans la nouvelle mécanique galiléo-newtonienne, par exemple, puisqu'en l'occurrence, la sélection des relations pertinentes y a pour contrepartie la neutralisation des qualités sensibles. Les déterminations subjectives relatives à la couleur blanchâtre de la cire, à sa mollesse sous mon doigt, au bruit mat que j'entends lorsqu'elle tombe sur le sol, à l'odeur de fleurs qu'elle retient encore, sont rejetées par le physicien. La cire perçue au moyen de mes modalités sensorielles n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui demeure en dépit du changement d'état, ce n'est qu'un fragment de matière sans qualité, et à la limite une certaine puissance d'occuper de l'espace, de recevoir différentes formes, sans que l'espace occupé ni la forme reçue ne soient aucunement déterminés.
Merleau-Ponty 2002, 13. Pour mener à bien la sélection des relations pertinentes en vue de réaliser l'activité de formalisation, les sciences de la nature ont développé un ensemble ouvert de critères de protocollarité. Sans besoin de s'arrêter au cas particulièrement évident dans lequel les critères de protocollarité sont en effet des procédés de mesure qui donnent comme renseignement sur la chose un ensemble de quantités numériques, on peut bien dire que même dans le cas où ces procédés nous offrent des informations pour ainsi dire qualitatives, il s'agit toujours de déterminations abstraites et universelles, qui conviennent à cette chose-ci, mais qui pourraient aussi bien convenir à une autre chose entièrement différente de celle-ci. L'objet scientifique est donc vraiment un faisceau de relations. Agazzi 1978, 22. Pour saisir l'objet scientifique comme faisceau de relations, il faut donc disposer de règles. Celles-ci revêtent notamment l'aspect de la norme comme protocole d'observation, d'expérience et de validation, Granger 1999, 22. Elles se trouvent déjà en amont de la phase de test, sous l'aspect de règles de sélection multiples, celles des choses qui sont susceptibles d'intégrer ou non, dans des situations d'une diversité indéfinie, le domaine d'objet d'une science donnée. Il en existe bien d'autres encore, par exemple celles qui régissent la détermination des procédures et des outils qu'il est légitime d'employer au sein d'un domaine d'objet. Toutes ces règles ont pour fonction dernière de rendre possible le travail des chercheurs, mais également de ceux qui vont ensuite recourir aux résultats de ces chercheurs dans leur propre pratique professionnelle. Rendre possible signifie ici qu'il ne doit pas y avoir en particulier de contestation majeure quant à la validité de ces résultats. Dans ce cas, il faut réviser les règles et leur donner une conformation telle que la contestation cesse. Ainsi, formaliser, c'est élaborer des règles en vue de saisir des relations, en précisant la nature des rapports à établir entre l'objet I, la représentation R et les déterminations subjectives du sujet connaissant X. L'élaboration de règles permet d'aboutir, dans le cadre d'une démarche scientifique, à des résultats qui sont descriptibles comme n'étant le point de vue de personne en particulier. Par ce moyen, on peut espérer dégager des invariants et parvenir à un accord universel. I4.2. La mécanisation. Une autre modalité du détachement objectivant est constituée par ce que nous appelons ici la mécanisation. La modalité correspondant à la formalisation permet de traiter d'objets qui souvent ne peuvent être donnés, sans l'intervention expresse de quelque chose qui se révèle distinct de procédés formels. Cette autre condition de l'objectivation est constituée par les instruments. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.